Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons la société Patrol pour le prix qu'elle a reçu au FIC, le Forum InCyber 2025. Et pour ça, j'ai avec moi les trois associés de cette start-up ou cette GoFar, je ne sais pas comment on dit. Florent Montel. Bonjour. Nicolas Mattiocco. Bonjour. Et Vladimir Kola, que les auditeurs connaissent déjà peut-être en une autre capacité. Sans doute. Bonjour à tous. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter rapidement ? Bonjour à tous, du coup moi je suis Florent Montel, je suis un des trois associés de Patrol et je m'occupe, on va dire, de toute la partie run chez Patrol. Mon objectif c'est trouver toujours plus de vulnérabilités chez nos clients. Et bonjour, moi c'est Nicolas Mattiocco, je m'occupe de la partie build, c'est-à-dire du produit, faire un produit qui trouve plein de vulnérabilités pour le servir à Florent qui va l'exploiter et à Vlad. Et donc pour ma part, moi je m'occupe d'en faire la promotion et de le commercialiser, donc c'est marketing et vente. Alors pour commencer, j'aimerais bien comprendre ce que vous faites, parce que sur Internet, on parle de CASM, de ASM, de CTEM, de BDSM. C'est quoi la différence entre tous ces trucs-là ? Alors BDSM, je pense qu'on en parlera hors antenne. Nous, notre métier, pour le dire simplement, c'est qu'on aide nos clients à sécuriser tout ce qu'ils exposent sur Internet. Et effectivement, ce qui est rigolo, c'est qu'on a 4 ans d'existence de commercialisation et tous les 6 mois, il y a un nouveau sigle qui sort qui reprend un peu ce qu'on fait. Alors on l'avait déjà fait sur l'épisode qu'on avait fait avec j'ai plus le nom en tête, avec Xtrator, où on avait fait la liste de tous les sigles, mais il y a IASM, External Attack Surface Management, qui est censé en fait te permettre de découvrir tout ce que tu exposes un peu sur Internet. Il y a PITAS, PTAS, en français ça fait PETAS, donc c'est pas exceptionnel. Donc c'est Pentest as a Service, où là en fait, comme son l'indique, c'est du Pentest as a Service, donc tu achètes des jetons et tu fais du Pentest. Tu commandes du Pentest. Il y a le CASM, Cyber, alors je vais pas tous les définir, mais CASM, Cyber Asset Attack Surface Management. Il y a le CART, Continuous Automated Red Teaming. Il y a le CTEM ou CITEM, Continuous Threat Exposure Management. D'ailleurs, je précise que un des autres gagnants du FIC était dans la catégorie, gagné pour une solution de CTEM. Effectivement. Et donc, il y en a encore 3. Le CASP, Continuous Attack Surface Penetration Testing, l'EAP, Exposure Assessment Platform, et enfin AEV, Adversarial Exposure Validation. C'est l'enfer parce qu'il y a plein de sigles, il y a des nouveaux sigles qui apparaissent tout le temps. Chacun sort même parfois ses propres sigles. Donc c'est compliqué. Mais en gros, si tu veux, tu peux nous ranger dans chacune de ces cases. Mais pour le dire simplement, c'est ce que j'ai dit juste avant. Notre métier, c'est d'aider nos clients à sécuriser tout ce que les entreprises exposent sur Internet. Mais du coup, quelle est la différence avec un scan de vuln, avec un pentest, avec un bug bounty, avec... C'est de la magie noire, de la sorcellerie. Non, on fait mieux. Non, en fait, la plupart des choses que tu viens de citer, c'est un peu l'ancien monde et ce qu'on va venir remplacer. Il y a 2 principales phases dans Patrol. C'est que, ce qui paraît fou en 2025, mais on va aider nos clients à redécouvrir ce qu'ils exposent sur Internet parce que malheureusement, les collectivités et entreprises ont du mal à savoir exhaustivement ce qu'elles exposent sur Internet. Il y a plein de raisons à ça. Le développement avec les CI/CD qui font que les applications changent tout le temps, des applications qui sont créées régulièrement, des équipes autres, marketing, RH, etc., qui vont faire des sites temporaires ou événementiels avec les données des clients ou de l'entreprise. Il y a plein de raisons, mais ce qui fait que c'est compliqué pour une DSI et une équipe sécurité d'avoir vraiment l'exhaustivité de ce qui est exposé. Donc là, on va déjà redécouvrir tout ce qui est exposé et après on va, en particulier avec Florent, identifier tous les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir, donc principalement des vulnérabilités mais pas que, et aider notre client à corriger ce qui n'est pas les faux positifs, c'est-à-dire qu'on va remonter que des choses avérées, testées, exploitables, validées, priorisées bien sûr, et aider notre client à le corriger en fournissant un plan de remédiation complet, ce qui leur permettra d'être autonome sur la remédiation. Et un des sujets, c'est qu'en fait, Patrol, c'est vraiment une solution qui est simple, voire simpliste, et on est vraiment là pour faire gagner du temps. C'est-à-dire que tout ce que je viens de citer, entre guillemets, le client pourrait même ne pas le savoir. Il est juste alerté quand il y a un problème, il a la solution, l'applique, et entre guillemets, c'est tout. Puis comme nous, c'est du continu, on va retester pour valider que ça a bien été corrigé.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 3 anciens pentesters et on aime bien dire, vous allez voir sur des salons, des fois on dit que le pentest is dead, c'est un peu provocateur, mais c'est un peu vrai. C'est pas vraiment le pentest qui est mort, c'est la manière de faire du pentest qu'on considère qu'elle est caduque, qu'elle marche plus comme elle marchait avant. Et en fait, nous, en tant qu'anciens pentesters, on en avait, tu parlais des scanners de vulnérabilité par exemple, combien de fois on a eu un client qui nous a demandé d'analyser un rapport de scanner de vulnérabilité parce que soi-disant ça avait trouvé des choses super et qu'il fallait absolument les corriger alors que c'était que des faux positifs. Combien de fois on nous a demandé d'analyser des rapports de scorecard, des rapports de rating, des rapports, enfin que des choses qui sont globalement très inutiles, qui font beaucoup de bruit et qui servent pas à grand chose. Donc notre objectif c'était déjà d'arrêter ce genre de choses et de remonter que des choses qualifiées à nos clients. Et ensuite garder cet aspect vraiment pentest. Le pentest, on avait aussi marre de faire des missions d'une semaine où on allait se focaliser sur une application, essayer de creuser, et même si on n'avait pas eu le temps de creuser, fallait qu'on rende un rapport fin de la semaine. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut bouger. Donc nous, nos pentesters, ils ont toute la surface d'attaque de tous nos clients attaqués en continu, ils ont tout le temps qu'il faut pour aller creuser des vulnes, ils ont tout le temps des défauts pour trouver à l'échelle, et c'est ça qui vient un peu révolutionner, on va dire, cette manière de faire du pentest qui est un peu vieillotte, si je peux me permettre. Si je peux compléter, le pentest, c'est pas un outil, c'est une méthode. C'est une manière de prendre les données, de les traiter et d'itérer dessus pour justement identifier des informations qui sont pertinentes au fil de l'eau. Aujourd'hui, même depuis des années, on a une maturité technologique pour identifier les problèmes. Trouver des vulnes sur un site, sur une application, etc., on sait faire. C'est juste une manière de faire et d'enchaîner les différentes typologies d'informations que tu vas récupérer d'outil en outil, de process en process. Et c'est là où on a entre guillemets révolutionné cette partie-là, c'est qu'on a réussi à productifier toute la méthodologie de pentest appliquée à la surface d'attaque externe pour pouvoir streamliner la partie cartographie si on doit rentrer dans les sigles IASM, dans les sigles de Gartner, la cartographie, la découverte de la surface d'attaque, l'IASM, les scans de vulnérabilité, le tri, la validation de l'exploitabilité des vulnérabilités et la qualification du risque en bout de chaîne. Et justement, c'est là où on se dit il y a trop d'outils, il y a trop d'outils qui se chevauchent et qui communiquent pas forcément entre eux et qui au final ils ont la même finalité. La finalité, c'est de savoir quel est ton niveau de risque à un instant T, quoi. Alors juste pour faire une petite parenthèse anecdote, une des origines de Patrol, c'est qu'on avait fait avec Florent un test d'intrusion pour une boutique, on va dire, d'e-commerce. On a trouvé des trucs qui ont rapidement été corrigés, mais un mois après notre passage, le site a été piraté. Alors je ne sais pas si la RSSI, donc c'est une dame, si elle écoute, elle se reconnaîtra. Donc elle nous a convoqués dans son bureau, elle nous a défoncé. C'était pas un bon moment. Ouais. Et en disant c'est inadmissible, comment est-ce que vous n'avez pas pu trouver ce problème, etc. Voilà, ils nous ont bien engueulé. Et en fait, on a creusé, on a regardé avec elle et on s'est rendu compte qu'en fait, la fonctionnalité qui était en cause n'existait pas au moment du pentest. Elle a été rajoutée après. Et c'est vrai que là, on s'est dit, c'est bien de faire un pentest une fois par an, c'est cool, mais le problème, c'est que, tu vois, un mois après le pentest, c'est plus valide puisque l'application a déjà changé. Et les applications évoluent maintenant quasiment quotidiennement, en tout cas au minima toutes les semaines, ce qui fait que c'est vraiment difficile. Et puis, tu vas pas payer un pentest toutes les semaines, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, une des petites origines de Patrol. Mais alors, du coup, c'est un orchestrateur d'outils de pentest, si je comprends bien. Du coup, est-ce qu'il y a encore besoin d'un bonhomme qui clique sur des boutons et qui enchaîne les attaques, ou est-ce que c'est une IA qui fait ça ? Ça, c'est l'autre origine plus technologique de Patrol, c'est qu'à la base, on s'appuyait sur un orchestrateur de scanner de vulnérabilité. C'était vraiment notre cœur de métier qui est aujourd'hui notre back-office, mais qu'on a mis à l'échelle et qui nous permet justement de pouvoir enchaîner les contrôles, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la typologie des contrôles qu'on va pouvoir faire sur nos assets. Et un des mécanismes qu'on a côté back-office, c'est justement toute cette partie collecte, tri et analyse des données qu'on arrive à faire à l'échelle et sur les actifs de nos clients. Du fait qu'on ait le mandat de la part de nos clients, ça nous permet d'être beaucoup plus intrusif, de récupérer beaucoup plus de données et de tester beaucoup plus de choses. Ce qui nous permet de trouver au final beaucoup plus de vulnérabilités et aussi avoir une capacité de qualification des données qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Donc j'avais raison, vous faites aussi du Big Data Security Management. Et on ne fait pas de blockchain pour l'instant. Ça viendra.
Du coup, dans mon souvenir de pentester, les outils de sécurité, c'était quand même d'époque dont certains sont faits par des Nord-Coréens aujourd'hui. Comment vous garantissez la sécurité de votre produit ? Si vous faites, j'ai utilisé des scanners de vulnérabilité. Dans certains cas, on peut leur donner, par exemple, des credentials de domaine admin pour qu'ils puissent faire des scans et ce genre de choses. Évidemment, s'ils commencent à scanner des machines malveillantes qui vont faire du man in the middle ou du pass de hash ou des choses comme ça, ça devient un problème dans le réseau. On peut, de manière générale, dire que les outils de sécurité ne sont pas tous très sécuritaires. Quels sont vos process en interne pour garantir que vous avez des outils fiables, testés et sécurisés? Et déjà, les outils que nous avons, c'est nous qui les avons développés. On aime bien le 100% fait maison. On est français, on aime le fait maison comme au restaurant. Et c'est vrai que les outils que nous avons, c'est les outils que nous avons développés. Alors, tu peux dire, quoi, une petite start-up, vous avez tout fait vous-même? Bah oui, mais on a 8 ans de R&D déjà derrière nous, ce qui fait qu'effectivement, on a tout redéveloppé. Alors, je te cache pas qu'il y a peut-être un ou deux outils, genre Nmap, il n'y avait pas forcément l'intérêt de le redévelopper, mais tout le reste, c'est nous qui l'avons redéveloppé. Et quand il y a une nouvelle vulnérabilité qui sort avec un code d'exploitation, donc la vulnérabilité connue avec un code d'exploitation, bah ça c'est aussi notre métier, en particulier celui de Florent et de ses équipes, d'aller de le stabiliser, virer toute backdoor potentielle, être sûr que ça marche, le tester pour voir si ça éclate pas l'actif qui est en face, et ça fait vraiment bien ce que ça doit faire. Et on s'auto-patrole aussi, si je peux me permettre. Oui, on s'auto-teste. Quand j'étais jeune et que les gens utilisaient Metasploit, il y avait un indice de fiabilité sur les exploits. Et c'est rare qu'il y ait 100%, à part si c'est vraiment une injection de commande avec un point-virgule. Dès qu'on commence à parler buffer overflow, heap overflow, il y a toujours un risque de crash. Où est-ce que vous mettez le curseur? Est-ce que le client peut régler lui-même son appétence au risque ou est-ce que c'est vous qui avez le contrôle? Non, là c'est nous qui avons le contrôle et la première règle c'est on casse pas la prod et on considère que tout ce qui est en face de nous c'est de la prod. Donc s'il y a le moindre doute, on le fait pas automatiquement, on le fait à minima manuellement. Ou si c'est destructif aussi, on évite. Typiquement les exploits de déni de service, on pourrait les jouer mais je pense que les clients seront pas contents, genre sur un site d'e-commerce, nos clients vont nous assassiner. Donc toutes les choses comme ça, elles sont pas jouées automatiquement. Je pense à Zero Logon, par exemple, qui était une faille Windows qui permettait de réinitialiser une clé à 0000. C'est pas forcément destructif, mais en tout cas, ça change la valeur de la clé d'authentification. Donc, ça va déloguer plein de gens et plein de sessions. Par contre, c'est une attaque qui marche très, très bien et qui est incroyable. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de cas de conscience qu'on a quand on fait du pentest même annuel. Est-ce que je lance ou pas? Est-ce que le RSSI me donne l'accord? Qui je dois prévenir avant d'appuyer sur le bouton, etc. Nous, vu qu'on fait de la surface d'attaque, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de web. Donc sur du web, on va dire le contrôle de même quand tu as du buffer overflow, le contrôle que tu vas avoir sur tes exploits, il est quand même il est, on va dire, plus contrôlé d'une certaine manière. Et ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on va faire là-dessus. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que vu qu'on vend un service en continu, ça nous permet d'une certaine manière d'avoir un contrôle et aussi une discussion qui est assez contente avec nos clients. Donc si on a le moindre doute, en fait, on a plein de faisceaux d'indices qui vont nous laisser à penser que, comme on en discute souvent, un pentester, tu sais, t'as le nez, tu vas te dire, là, je suis quasi sûr que je peux l'exploiter, j'ai aucun doute que je peux l'exploiter. Et dans ces cas-là, on peut demander aux clients en disant, voilà, c'est quoi derrière? Est-ce que c'est de la prod? Est-ce que tu acceptes le risque pour qu'on aille creuser derrière? Et on a une vraie collaboration avec eux, ce qui nous permet d'aller super loin et d'avoir des niveaux qui sont super intéressants de profondeur sur les tests qu'on va faire. Et si je peux compléter, c'est que nous, on fait de l'externe. Et donc, si on fait de l'externe, entre guillemets, tout le monde joue au même jeu. Et ce qu'on est capable de faire, d'autres sont aussi capables de faire. Ils ont peut-être déjà lancé une campagne de scan d'Internet sur les mêmes typologies de vulnérabilités qu'on teste. Et on doit toujours trouver les vulnérabilités, les exploits le plus vite possible, les qualifier les plus vite possible pour justement les jouer à l'échelle. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous de fiabiliser l'exploit trouver les exploits et de les fiabiliser pour pouvoir les mettre à l'échelle de notre côté. Parce que globalement, les attaquants ne demandent pas, quoi. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, il y a deux familles de vulnérabilités qu'on va identifier. Il y a les connus et les inconnus. Ça paraît logique. Mais les connus, ça va être tout ce qui va être CVE, CNNVD, etc. Là, effectivement, on récupère potentiellement des codes d'exploit où on les crée, etc. Et les inconnus, c'est tout ce qui va venir de notre pentest automatisé, typiquement référentiel OASP, etc. Où tu peux considérer que ça peut être des 0-day, mais des vulnérabilités inconnues qu'on va trouver de nous-mêmes avec l'outillage Patrol. Alors quand tu dis ça, je pense immédiatement à Canvas, ou des plugins, des extensions pour Canvas comme White Phosphorus et autres à l'époque. Est-ce que vous vendez en marque blanche, c'est-à-dire est-ce qu'un pentester qui travaille
Non, mais en fait, le truc, c'est que nos pentesters, c'est les équipes de Florent. Et c'est les gens qui sont en interne chez nous, en CDI, voilà, à Paris, dans le 15e. Et on ne se voit pas externaliser ça, déjà pour des raisons de confiance. Et puis, c'est trop compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est que des gens qui sont chez nous. Et tu parlais de Canva, mais Canva, c'est différent parce que ça permet de faire de la post-exploit et d'aller encore plus loin. Alors que nous, on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que typiquement, je prends une injection SQL, on n'a pas besoin de télécharger la base de données pour prouver qu'on peut le faire. On regarde juste les premiers éléments de preuve et en plus ça nous enlève pas mal de problèmes parce comme ça on stocke pas de données sensibles, mais on a juste besoin de prouver que c'est vulnérable et on demande au client de corriger. On n'a pas besoin d'aller plus loin. D'accord, donc en fait, il n'y a pas de latéralisation. Vous n'allez pas essayer de voir, dans le cas d'une injection SQL, par exemple, est-ce que la base de données va autoriser les plugins à partir du disque, comme c'est le cas dans certaines versions de MySQL, auquel cas tu peux transformer l'injection SQL en RCE, par exemple. Ça, c'est pas quelque chose que vous faites Alors la réponse elle est double, elle est non et oui. Non, on le fait pas, mais en fait, si on le fait, donc justement Florent et ses équipes, enfin tu peux en parler Flo, hein, mais de temps en temps, quand il y a la sensation, le pressentiment du pentester qu'on peut aller plus loin, ils le font, quoi. En fait, si, je parlais pas de latéralisation, c'est juste qu'on va le plus loin qu'on peut depuis l'externe. C'est assez simple. Donc en fait, des fois, tu es vite limité. Et notre objectif, c'est aussi de prévenir le client dès on a mis un pied, que ce soit même un orteil. Tu vois, une injection SQL, on commence à l'exploiter. Notre objectif, c'est que le client il patch, donc on peut aller super loin, etc. Le temps que le client patch, notre objectif, c'est de prévenir le client. Donc la première étape qu'on va faire, si on sait qu'il y a l'exploit, on prévient le client. Et après, dans le temps qui nous reste, bien évidemment qu'on va creuser, bien évidemment qu'on va essayer d'avoir RCE, bien évidemment que pour notre, on va dire notre envie, on va y aller jusqu'au bout. Notre ego. Notre ego aussi, ouais, clairement. Et en fait, on change un peu l'a priori, et enfin, justement, comment on travaille sur la partie pentest, notre automatisation remonte beaucoup de choses, et en fait, elle remonte des alertes aux pentesters. Et c'est là où c'est super intéressant d'être pentester chez Patrol aussi, c'est qu'en fait, on va pas chercher, c'est la machine qui nous amène les éléments intéressants, et la machine, par exemple, elle va dire, l'injection SQL, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que elle va dire, ok, très bien, là, j'ai trouvé, je suis allé super loin, j'ai réussi à commencer à l'exploiter, sauf que je vais pas aller jusqu'au bout. Là, le pentester, il a une alerte en interne qui lui dit, voilà, là, il y a un truc qui va pas du tout. Et lui, le pentester, là, il va creuser. Et c'est là où il va utiliser vraiment son cerveau. Parce que le premier vecteur, le premier signal faible qui dicte une injection SQL, c'est des choses que nous, on a automatisées qui marchent super bien. Et lui, là, l'objectif du pentester, c'est d'aller creuser, c'est d'aller voir s'il y a de la data, c'est d'aller voir s'il y a des trucs intéressants, s'il peut aller plus loin, etc. Et donc, c'est là que ça devient super intéressant, c'est qu'en fait, l'automatisation nous permet de trouver beaucoup de choses et on a une surface et un terrain de jeu qui est assez énorme maintenant vis-à-vis du nombre de clients qu'on commence à avoir. Est-ce que vous pouvez travailler en aveugle ? Je pense typiquement à Log4j, mais dans certains cas d'injection SQL aussi se font en aveugle, c'est-à-dire que tu envoies des payloads, mais il n'y a aucune réponse directe. Ouais, c'est tout l'objectif, en vrai. Et même à l'échelle, on prend l'exemple de Log4j, on a fait un article aussi il n'y a pas longtemps sur la vue de Next.js. Next.js, c'est pareil, c'est pas comme Log4j, ce qui est quand même moins impactante et il y a moins de choses, mais le principe, si tu veux, d'exploitation, il est à la fois blind, parce qu'il est compliqué à les trouver, et le premier vecteur est compliqué à les trouver, et tous les scanners du marché, et même un pentester sur une semaine de travail, il n'arrivera pas à l'exploiter, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique. Et on va dire, la chance qu'on a de notre côté, c'est qu'on a tout le temps, vu que nos clients payent à l'année, on a vraiment tout le temps pour aller chercher et regarder, et on a tout le temps pour aller vraiment creuser, que ce soit en aveugle, pas en aveugle, etc. Log4j, on sait très bien qu'on peut avoir des résultats, on sait très bien qu'on peut avoir comme tu te le disais, des indices qui nous laissent à penser qu'il y a une exploit, et en fait c'est ces indices-là qui nous permettent d'aller creuser après. Et vu qu'on a tout le temps de le faire, on est 2 fois plus efficace que n'importe quelle solution du marché. Pour répondre techniquement, on a des services qui écoutent en cas de shellback qui nous revient suite à une exploitation. Oui, exactement. Et des alertes dessus. Oui. Quand tu dis que vous êtes 2 fois plus efficace que les autres, aujourd'hui c'est un marché qui se présente comment ? Il y a une horde de compétiteurs ou c'est comme il y a des nouveaux acronymes qui apparaissent chaque année, du coup il n'y a pas beaucoup de gens il y a encore très peu de gens qui existent sur le marché ? Si, ça commence. En fait, il y a du fait de Project Discovery, qui est une société américaine, mais pas que, qui a publié pas mal d'outils, des outils qui sont vraiment très puissants. Et j'ai l'impression que depuis, n'importe quelle équipe, petite boîte de pentest, veut faire de l'automatisation en utilisant ces outils, principalement un outil qui s'appelle Nuclei, qui, avec des petits modèles d'attaque d'injection, permet finalement de faire comme un scanner de vulnérabilité. C'est un peu comme des règles Yara ou comme des règles Sigma ou des choses comme ça, mais adaptées plutôt à de l'offensif. Donc c'est très simple à écrire et j'ai l'impression que depuis, il y a plein de boîtes qui se créent là-dessus. D'ailleurs, je ne comprends pas comment est-ce que Project Discovery fait pour marcher et mettre tout ça en open source, mais bon, c'est leur choix. Et donc, il y a pas mal de boîtes qui se créent. Après, il y a quelques vrais concurrents qu'on a identifiés, qui sont israéliens, américains, un singapourien également qui s'appelle Watchtower, qui ressemble pas mal à ce qu'on fait.
Ce qui est super rassurant, hein. Oui, aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à rentrer dedans. Et comme on dit, ben, si t'es seul dans le marché, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc on est plutôt rassuré. Et globalement, enfin, moi, depuis que j'ai commencé à être pentester, j'ai toujours voulu automatiser. Enfin, une fois que tu as fait 2-3 pentests, tu enchaînes toujours les mêmes contrôles. Et quand tu prends un peu de recul sur ta semaine de travail, tu sais que tu as cramé au moins 2 jours à configurer des outils, à les réaligner, à faire les mêmes tâches à faible valeur ajoutée, et ce qui n'a aucun sens. Donc déjà, de pouvoir automatiser toute cette partie-là, bah, tu gagnes 2/5 de ta semaine. Donc, comme ça, tu peux faire des plus beaux rapports, et surtout, tu peux creuser beaucoup plus ta matière grise, tu peux la faire travailler sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Bah, tu as la partie rapport, tu as la partie aussi tout ce qui est management, on va dire, mais réunion d'initialisation, parler avec le client. Enfin, en fait, sur ton pentest que tu vas avoir 7 jours, tu as 3 jours de cramé parce que justement, tu as la rédaction de ton rapport, tu as la configuration de tes outils, comme le disait Nico. Et au final, ton temps à chercher des vulnes, c'est 2 jours sur les 7 qui ont été vendus. Et ça nous énerve aussi. Et au final, tu as pris juste une photo à un instant T sur un périmètre qui est très limité, alors que nous, on veut faire de la vidéo sur tout ce qui est exposé. J'ai entendu dire que pour la génération de rapports, il y avait des outils open source maintenant qui faisaient ça aussi. Mais Il y a 2-3 outils qui le font. Ouais. Fais plus de rapports, tout est dans le portail. On a essayé, nous, quand on faisait du pentest aussi, de générer, parce que c'est quelque chose qui est assez chronophage, et tout pentester te dira qu'il automatise ses rapports, et toute boîte de pentest qui se respecte a son outil interne d'automatisation de rapports. C'est sûr et certain. Quel est le plus puissant, quel est le plus intéressant. Mais c'est toujours pareil, tu as toujours ta synthèse à faire, tu as toujours beaucoup de choses à faire. En tant que pentester, ça marche jamais à fond, ton automatisation, et il y a toujours un petit truc à faire. Vu que nous, c'est du continu, il n'y a plus de rapport, c'est ce qu'on vend, et demander à nos pentesters, ils n'ont plus fait un rapport depuis qu'ils sont là. Et même quand tu découpes un peu toute la séquence d'opérations et quand tu analyses les temps entre le moment où le pentester a trouvé quelque chose de qualifié et le moment où le client est au courant de cette vulnérabilité, on va dire dans l'ancien monde, le pentester fait son rapport. Si c'est super critique, bon, il appelle son client, mais sinon il va attendre le vendredi ou le jour de la restite pour remonter la vulnérabilité. Il l'a mis dans son rapport, il a bien packagé, etc. Et il va attendre ce moment-là pour que ça va être diffusé auprès de son client. Alors que nous, un pentester, il trouve la vulne, clac, il appuie sur le bouton, le client il est directement au courant et il peut déjà commencer la remédiation. oui, je pensais à PwnDoc, qui est un outil open source. Alors, on va peut-être parler un petit peu du FIC quand même, puisqu'on est là pour ça. C'est quoi le processus de pensée qui amène à candidater? Quelle est l'épaisseur du dossier? Combien il y a de concurrents? Est-ce que c'est par catégorie, etc.? Comment ça marche un petit peu? Pourquoi candidater? C'est parce que la valeur du prix est quand même très importante en termes de visibilité et de légitimité, parce que c'est quand même un jury de renom et un événement assez connu, donc ça rapporte quand même pas mal de visibilité. Et concernant le dossier, tu dois fournir des bilans précédents, une présentation de l'entreprise, quelques détails, etc. Enfin, tous des documents qui prouvent que tu n'es pas un escroc et que tu as un bilan financier et que tu as vraiment une entreprise qui tourne, et ton business plan, tes perspectives d'évolution et une présentation de ta solution et en particulier de ton innovation. Il y a une sélection qui se fait sur dossier. Je ne sais plus combien il y avait J'ai en tête une cinquantaine. Ouais, j'aurais dit 60, un truc comme ça. Ouais. Donc au FIC cette année, de candidats. Après, il y a une sélection. Alors, je ne sais pas combien sont sélectionnés, peut-être une dizaine, vingtaine. Tu passes un oral, devant une soutenance orale devant tout le jury, qui dure, je crois que c'est une dizaine, quinzaine de minutes, avec après des questions, où là encore, tu dois représenter ton entreprise, ce que tu fais, ton innovation surtout, et suite à ça, le jury vote et voilà. Et du coup, le prix, tu parlais de retombées, donc c'est de l'exposition, ou est-ce que ça vous donne un stand gratuit? Est-ce que c'est un prix monétaire? Est-ce que vous êtes invité au FIC San Antonio, au FIC Montréal, etc. après ça ou... FIC Japon. Non, tu as effectivement un stand. Il y a 2 ans, on a eu le prix de l'innovation des assises. Et alors là par contre tu avais le stand l'année de ton prix, et avec le FIC tu as un stand l'année suivante. Donc typiquement en 2026 nous aurons un stand offert par les organisateurs du FIC. Donc il y a ça a quand même une valeur, parce que le stand ça vaut quand même assez cher. Et tu as également l'exposition, la renommée, ça joue vraiment beaucoup, parce qu'en fait ça permet quand même de convaincre pas mal de prospects, de dire regardez, effectivement on est une entreprise française, face à nous il y a des concurrents américains, mais il y a quand même le FIC
qui nous apporte cette légitimité, cette confiance. Et je te cache pas qu'on a beaucoup fait de prospection en disant bonjour, nous sommes, pas exactement comme ça, mais bonjour, nous sommes Patrol, nous sommes lauréats du Grand Prix du FIC cette année, est-ce que vous voulez qu'on discute ensemble? Donc ça joue vraiment sur la partie commerce, c'est vraiment un atout très important. Et même pour nous, pour nous rassurer, entre guillemets, qu'on va dans la bonne direction, t'as l'aval de tes pairs, quoi. Enfin, t'as l'aval de tes clients, ils te disent oui, bah ton concept il est intéressant et il est suffisamment innovant pour qu'on le récompense. Donc là pour nous ça nous rassure, et puis nos équipes, elles sont aussi ultra motivées. C'est génial comme levier de motivation, le fait de gagner ce prix. On en est ultra heureux, quoi. Oui, parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est que là, effectivement, c'est Nicolas, Flo et Vlad qui parlent, mais ce prix, c'est grâce à toutes les équipes de Patrol que nous l'avons. C'est grâce à leur travail, grâce à leur motivation, et c'est grâce à ça qu'on a ce prix. Et ce prix a un énorme impact aussi pour eux, comme le disait Nico, c'est hyper valorisant pour nous de le montrer, c'est hyper valorisant pour eux de la récompense de leur travail mené toute l'année en vrai. Et surtout le FIC, tout le monde connaît, le FIC c'est un gros événement, c'est un salon sur lequel on va depuis des années, donc avoir ce prix-là, c'était vraiment une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et du coup, est-ce que derrière, vous avez des projets de croissance à l'international? Parce que le I de FIC voulait dire international à un moment. Et il y a encore quelques visiteurs qui ne parlent pas un mot de français au FIC, donc... Oui, nous avons ouvert l'Angleterre très récemment. Et donc, on a déjà quelques pays, on va dire, européens de francophonie, Suisse, Belgique, Luxembourg, Monaco. Et donc là, nous attaquons également l'Angleterre. Et voilà, on en reparle dans un an, si tu veux. On avait déjà fait un épisode sur Patrol, j'ai vérifié, mais c'était il y a 6 ans, donc je pense que... Ah oui, ça va. Il y a prescription. Il doit être sympa à réécouter, celui-là. Je crois qu'en plus, j'étais côté intervieweur, j'étais côté No Limit Sécu. C'était que Nico qui parlait en tant que mauvais Patrol. Côté du micro. Ouais. Du coup, est-ce que vous voulez apporter le mot de la fin? Est-ce que vous voulez parler d'une expérience originale? Est-ce que vous voulez... Non, juste pour dire qu'on est super content, et surtout, quand tu te reprojettes un peu dans le passé, jamais j'aurais pu imaginer d'être au micro de No Limit Sécu, ou même devant un parterre de professionnels qui valident ta solution, quoi. Et surtout, j'étais pas du tout prédestiné à être développeur, quoi. Encore une fois, en tout cas à titre personnel, je suis un ancien auditeur cybersécurité, pentester. À aucun moment j'étais entrepreneur, start-upper. Donc c'est ouvert à tous, c'est possible de le faire. Modulo la bonne équipe et les astres qui s'alignent, quoi. Non, le dernier mot c'est que Patrol c'est trop bien, j'ai que ça à dire, dans tous les sens du terme. Et on embauche. Vladimir, c'est l'heure de la minute fail. Et oui, la fameuse minute fail. Alors là, je ferai pas les précautions d'usage parce que comme je me moque de moi-même, c'est qu'en fait, on a enchaîné plusieurs salons avant le FIC et on a des télés qu'on fait transporter et le transporteur avait pas mal de retard. Et en fait, on n'a pas eu notre télé pour le FIC. Donc, j'ai demandé gentiment à un groupe d'amis, de connaissances, s'il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait gentiment me prêter une télé, parce que je ne me voyais pas aller à Lille, acheter une télé et la ramener sur Paris. Enfin, c'était un peu con, quoi. Et donc, une personne s'est gentiment proposée, se fout bien de ma gueule depuis en me traitant de cyberclochard. Mais donc, on a quand même un copain, je ne citerai pas son nom, parce que sinon, Guillaume va m'en vouloir. Mais bisous, Guillaume, d'ailleurs. Mais donc gentiment il m'a prêté une télé, donc comme ça sur le stand du FIC nous avions une télé, mais sauf que le fail c'est que depuis il me traite de cyberclochard qui doit mendier des télévisions sur les salons, voilà, petit fail qui est à l'origine dû au transporteur qui avait beaucoup de retard sur la remontée de la télé dans nos locaux. Florent, Nicolas, Vladimir, merci beaucoup. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.